Bonsoir, bienvenue sur Beaujolais & Co, le lieu où on parle Beaujolais, vin, accessoirement vin du Beaujolais. Je m'appelle Médéric et je suis un des cofondateurs du site. Et ce soir, je vais vous parler de la cuvée d'Olivier Pesneau en Beaujolais blanc, Beaujolais blanc, millésime 2020. Pourquoi j'avais une petite fraction de seconde d'hésitation? Tout simplement parce que petit rappel, en Beaujolais, donc sur le vignoble du Beaujolais dans son ensemble, les blancs sont produits soit sur l'appellation Beaujolais, l'AOC Beaujolais, ou sur l'appellation Beaujolais Village, les deux à chaque fois étant plutôt situés au sud du Beaujolais, au sud de Villefranche, sur un territoire principalement de argilo-calcaire, et le nord, c'est un territoire beaucoup plus granitique, au nord, c'est-à-dire au nord de Belleville, un territoire beaucoup plus granitique où on trouvera les crus du Beaujolais qui sont exclusivement en rouge et donc cépage gamay. Les blancs étant eux-mêmes faits en cépage chardonnay. Pour vous parler de cette cuvée, pour déguster ensemble cette cuvée, j'ai bien évidemment Denis, mon fidèle colocataire rhinocéros, membre de l'équipe de Beaujolais & Co, qui est là pour déguster également. N'est-ce pas Denis, tu es en pleine forme? Oui, je crois qu'il est en pleine forme. Alors, domaine Olivier Pesneau, on est dans les territoires des Pierres Dorées, donc c'est vraiment sud-sud-ouest de Villefranche. Le domaine est situé à Lasna, en fait, il a à peu près une quinzaine d'hectares. Il produit beaucoup de vin blanc, mais aussi de brouillis, côte de brouillis, un peu de morgon et de moulin à vent. Voilà, vous allez voir que ce vin blanc de Chardonnay donc, est un vin qui reflète bien le style de Chardonnay Beaujolais ou Beaujolais Village que l'on peut trouver en Beaujolais, avec un style déjà très expressif et très plaisant à boire, y compris sur sa jeunesse. Petit rappel avant de commencer également, en termes de température de vin, en termes de verre, ne pas hésiter à passer votre vin en frigo si vous trouvez que le vin est pas forcément à bonne température, pas assez frais. C'est un vin qui se déguste surtout cette saison à une dizaine de degrés, donc ne pas hésiter à passer le vin en frigo, ça le rafraîchira, ça lui fera aucun mal. En termes de verre, pas de marque ici à vous conseiller spécifiquement, juste un verre bien évidemment propre et qui sent rien, c'est une lapalissade que de le dire, mais c'est toujours important. Et un verre suffisamment grand également qui puisse accueillir le vin pour que le vin puisse s'exprimer véritablement. Personnellement, j'aime pas du tout les vins style Inao qui sont trop petits, trop étroits. Voilà, je trouve que c'est pas un verre adéquat. Donc un verre plutôt voilà en simplicité, hein, mais plutôt large. Voilà. Alors, première étape, on va faire travailler le sens de l'ouïe. Finalement, c'est un sens qui peut aussi intervenir dans le cadre de la dégustation. C'est pas le sens le plus important, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Alors, première chose, donc je vous remontre la cuvée Beaujolais domaine Olivier Pesneau en millésime 2020 que vous avez donc dans votre Beaujobox. Pour servir le vin, il est important de noter plusieurs choses. La première, on va regarder le niveau de service. En fait, vous voyez que le vin, j'utilise à aller un quart ou 30% à peu près. C'est pas la peine de remplir le verre à moitié. L'idée étant que le vin puisse avoir suffisamment de place pour s'oxygéner, pour s'aérer et pour révéler l'intégralité de ses subtilités et de ses arômes. La deuxième chose importante, c'est d'écouter quand on verse le vin, puisque je vous parlais du sens de l'ouïe, c'est d'écouter avec quelle vivacité le vin se verse dans le verre. Est-ce que ça rappelle plus le bruit d'une cascade, c'est-à-dire que c'est assez vif, assez punchy, ça fait blop, 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 ou au contraire quelque chose qui est beaucoup plus sirupeux, comme un sirop justement, où ça fait blop, blop, blop. Là, on constate qu'en fait, le vin a été assez vif, ça se verse assez rapidement. Ça nous rappelle donc plus une cascade qu'un sirop, et donc ça peut nous donner deux indications, ou en tout cas deux ordres d'idées comme hypothèse. Hein. Il n'y a jamais de certitude, bien évidemment, à ce stade-là. C'est de dire que, d'une part, le vin a sans doute peu de sucre résiduel qui lui reste. Voilà, c'est sans doute un vin blanc, en l'occurrence sec.
Et la deuxième chose, c'est que peut-être il est issu d'une région pas trop chaude, plutôt fraîche, mais là c'est à prendre avec beaucoup plus de circonspection. En tout cas, retenir l'idée de voilà, l'ouïe peut intervenir et également par rapport à cela. Si on passe sur l'aspect visuel, il y a plusieurs choses à regarder. Donc d'abord, effectivement, la couleur du vin. Là, en l'occurrence, on a un vin blanc or qui, ça c'est la couleur, et en termes d'intensité, il faut noter l'intensité aussi, et là qui a une belle intensité, qui est bien brillant, bien chatoyant, qui renvoie bien la lumière, pardonnez-moi. Alors après, peut-être que la lumière de la pièce est un peu trompeuse, mais en l'occurrence, c'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la robe du vin. Une deuxième chose qu'il faut noter également, c'est le rebord, là, juste ici. Et donc, pour ce faire, c'est ce qu'on va appeler les reflets. Et pour ce faire, je vous invite à pencher votre verre comme ça, à 40-45 degrés à peu près, le mettre au-dessus d'une surface blanche, enfin en tout cas claire, et de vous pencher. Alors, je vais me lever, ça pas idéal, mais vous penchez un peu au-dessus et de regarder le verre par-dessus et de voir si le vin aura un peu les mêmes couleurs au niveau du reflet qu'au niveau de la robe. Ici, c'est exactement la même chose. On est sur des reflets or pâle, similaires à celui de la robe. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication, c'est cette histoire de reflet? L'histoire de reflet, ça va nous indiquer que le stade d'avancement, d'évolution du vin. Est-ce qu'il est plutôt sur sa jeunesse? Est-ce qu'il est plutôt sur un âge évolué? S'il y avait des marques d'évolution, c'est-à-dire que si le vin était déjà dans une statut de vie avancée, il aurait des notes beaucoup plus ambrées, beaucoup plus orangées, beaucoup plus tuilées. Ici, c'est pas du tout le cas, donc on peut supposer que le vin est plutôt sur sa jeunesse, en l'occurrence 2020, donc il n'y a pas de surprise. Le côté or pâle, même chose, on peut supposer que ça vient d'une région plutôt fraîche, avec tous les guillemets qu'il faut à frais, ou alors d'un millésime également pas très chaud. Mais bon, c'est toujours des informations à prendre avec des pincettes. Et puis, dernière chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que le vin, alors là, le vin est un peu frais pour le coup, donc du coup, le verre est un peu brumeux, mais il est intéressant de regarder si le vin nous apparaît trouble, pas trouble, s'il y a des dépôts au fond du verre, c'est toujours des indications qui peuvent être importantes de noter. Alors, attention, c'est pas parce que le vin est trouble qu'il est forcément défectueux ou qu'il n'est pas bon. Ça peut être lié à une mode de vinification, donc il faut prendre ça aussi avec des pincettes, mais en tout cas, c'est une information qu'il est intéressant de regarder. Après, sur un plan olfactif, qu'est-ce qu'on fait? On sent le vin, et bien évidemment, et il est intéressant, dans un premier temps, de sentir le vin sans avoir aéré le vin, c'est-à-dire sans avoir tourné le verre pour lui faire, pour le faire imprégner d'oxygène, en fait. Juste sentir comme ça, et essayer de voir si le vin nous semble net ou pas, net dans le sens où est-ce qu'il y a des défauts, pas de défauts, est-ce que les premiers arômes sont expressifs, pas expressifs, est-ce qu'ils sont très ténus au contraire? Voilà, c'est ce premier style d'information qu'il est intéressant de regarder à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, si on peut, essayer de détecter quelques gammes aromatiques, plutôt florales, plutôt fruitées. Ici, moi, j'ai des notes plutôt florales, effectivement, fleurs blanches, avec quelques notes de fruits blancs, du fruit blanc frais, style poire, par exemple. Voilà. Puis après, on peut aérer le vin. Donc, c'est ce qu'on appelle le deuxième nez, en fait. Aérer le vin en tournant le verre comme ceci, c'est-à-dire qu'on va lui apporter de l'oxygène pour lui permettre de s'ouvrir et de révéler le maximum d'arômes et de complexité. On ressent le vin. Et là, on voit que le vin s'ouvre davantage, il a un peu plus de complexité, un peu plus de nuances, un peu plus d'expression. Puisque je trouve, toujours mes notes un peu fruits blancs frais, style poire, toujours mes notes un peu végétal floral comme ça, mais je trouve aussi des notes un petit peu de chicorée, d'amertume comme ça, de noble amertume style chicorée, des notes un petit peu mielées aussi, très légèrement mielées, ou en tout cas un peu vanillées, un petit peu plus onctueuses comme ça, un peu plus pâtissière. Ça donne un nez, toujours avec une intensité qui s'amplifie, ça donne un nez très plaisant, très agréable.
sur la finesse en fait. Donc on peut renouveler l'opération plusieurs fois. Après ça va dépendre de la température du vin. Là le vin est un petit peu frais peut-être, mais bon, petit à petit le vin va se réchauffer et puis il va s'ouvrir davantage. Voilà. Alors en bouche désormais. Alors en bouche, il est possible de faire deux choses, enfin en tout cas ça peut être intéressant de faire deux opérations. La première c'est mâcher le vin. Comme ça, comme si vous aviez un aliment en bouche. Tout simplement c'est pour faire en sorte que le vin circule bien sur l'ensemble du palais et que vous obteniez le maximum d'informations, le maximum de sensations au niveau du vin et au niveau du palais. Je vous rappelle qu'au niveau du palais, vous avez deux types de sensations. Vous faites fonctionner deux sens. L'aspect gustatif, le sens gustatif bien évidemment, mais aussi le sens tactile, le toucher qui intervient au niveau du palais. Donc vous allez mâcher le vin comme ça, puis vous allez grumer le vin, c'est-à-dire inspirer comme ça, toujours dans l'idée de lui apporter de l'oxygène pour l'aérer, lui donner maximum de possibilités de s'exprimer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est intéressant de noter, c'est l'entrée, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'entrée, l'attaque plus exactement, c'est-à-dire que la première sensation que vous procure le vin quand il vient sur le bout de votre langue et du palais. C'est un petit peu comme si vous alliez vous baigner par exemple, et puis vous mettez le premier bout de l'orteil dans la mer ou dans la piscine, et ben voilà, est-ce que l'eau est froide, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est vivifiante, tonifiante, est-ce qu'elle est agréable, pas agréable, et ben là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la toute première sensation que le vin vous procure, juste sur le bout de la langue, le bout des lèvres. Là personnellement j'ai un vin vif, frais, très direct, un petit peu nerveux, qui s'exprime. Alors c'est aussi lié à la température, comme je vous le disais, mais c'est aussi lié au style de vin. Donc ça, c'est la première sensation. Et puis après, une fois que vous faites circuler votre vin dans l'ensemble du palais, vous allez découvrir d'autres types de sensations. Là, vous allez regarder un petit peu le volume que prend votre vin. Est-ce que le vin prend toute la place? Est-ce qu'il est concentré? Est-ce qu'il est dense? Est-ce qu'il est fluet? Est-ce qu'il est au contraire très volumineux ou très épais? Ici, j'ai un vin qui prend bien ses aises, qui s'écarte, qui s'étend, qui prend toute la place, qui est un petit peu onctueux, un petit peu gras, qui a une certaine forme de générosité. Et pourtant, il n'a pas de lourdeur grâce à une fraîcheur qui est là, qui tient le vin tout du long en fait, et qui vient équilibrer ce côté un petit peu généreux, un petit peu ample, un petit peu gourmand du vin. Cette fraîcheur, notamment sur les vins blancs, est très importante parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une bouche agréable finalement. Donc on a ce petit côté un petit peu nerveux, un petit peu piquant même, qui vient maintenir les papilles en éveil et qui vient équilibrer une bouche un petit peu grasse, un petit peu ronde, un petit peu généreuse. En termes d'alcool, on doit être à 12,5 qui est bien, très bien pour un vin blanc, surtout que le millésime 2020 était un millésime un peu chaud. Donc là, le vigneron a très bien managé ce côté solaire du millésime, donc un peu chaud, pour garder un vin frais, onctueux, qui a une belle générosité. Il est un petit peu en chair, mais encore une fois, tout en équilibre avec cette fraîcheur qui vient le garder. Et puis après, vous avez la finale, c'est-à-dire que les sensations que vous avez une fois que vous avez avalé le vin ou recraché le vin. Et là, j'ai quelque chose de très notable et très intéressant, j'ai une minéralité saline. C'est une sensation vraiment de salinité que j'ai en bouche et qui en fait va s'exprime, c'est une expression de ce qu'on appelle la minéralité, et ça apporte de la fraîcheur, ça fait saliver, ça maintient les papilles en éveil, en suspension, et le vin sur la finale s'étire de tout son long en fait. Il est vraiment beaucoup plus linéaire, très étiré, très épuré, et ça permet de garder une bouche fraîche, une bouche agréable,
C'est vraiment très plaisant d'avoir ce type de finale-là. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la rétro-olfaction, c'est-à-dire que vous soufflez par le nez une fois que vous avez avalé le vin, vous recrachez le vin, et vous avez des arômes qui remontent à l'intérieur du palais, qui remontent par le nez. Et là, vous allez trouver des arômes soit identiques, soit différents à ceux que vous aviez au nez. Et là, personnellement, j'ai une petite note un peu vanillée, peut-être un signe d'élevage, qui confirmerait aussi une bouche un petit peu riche, un petit peu onctueuse, que peut apporter un élevage en bois. Une note un petit peu vanillée qui se manifeste comme on avait au nez tout à l'heure, et qui aussi est un témoignage de bois. Et enfin, j'ai une petite note d'amertume également que j'avais au nez tout à l'heure, qui est encore présente. Donc c'est toujours intéressant d'avoir l'amertume également, l'amertume de gastronomie. Ce qu'on appelle l'amertume de gastronomie, c'est de la noble amertume, c'est pas un problème de sous-maturité. Et bien cette amertume-là va aussi apporter de la fraîcheur au vin. Donc c'est toujours très intéressant. Et vraiment, ce qui est notable, c'est ce côté très salin du vin, c'est vraiment plaisant. N'hésitez pas à ressentir, une fois que le verre est vide, n'hésitez pas à ressentir votre verre, puisque souvent le vin laisse des traces aromatiques comme ça, et c'est intéressant de voir combien de temps elle dure. Là, notre finale, une fois avoir avalé le vin, laissait des traces gustatives et aromatiques de 5-6 secondes, donc c'est une bonne longueur en fait, c'est ce qu'on peut considérer que le vin présente une bonne longueur. Et là, le vin au nez, même une fois le verre vide, marque encore aromatiquement en fait, donc ce qui rend la chose intéressante. Au global, qu'est-ce que j'ai? J'ai un vin qui est très plaisant à boire, qui garde de la fraîcheur, une onctuosité, qui laisse le palais frais, qui donne envie de reboire une gorgée, avec une onctuosité qui peut justement lui permettre d'accompagner des plats un petit peu plus riches également. Ça reste un vin simple néanmoins, c'est-à-dire que c'est pas une grande complexité, même si aromatiquement il a plusieurs catégories d'arômes, hein, comme on l'a dit, floral, fruité, un peu des notes d'élevage, vanillé, mielé très légèrement. Donc on commence à avoir une première note de complexité, mais c'est un vin qui reste sur sa jeunesse. C'est un vin qui est fait pour être simple, hein. C'est pas un grand vin de Bourgogne, style Puligny ou Meursault. C'est pas de cette catégorie-là, mais c'est un vin qui fait parfaitement le job et qui illustre parfaitement le type de vin blanc qualitatif que l'on peut avoir en Beaujolais et notamment en Sud Beaujolais dans le territoire des Pierres-Laurées. Au-delà de ça, c'est un vin qui est agréable à voir et à mettre en carafe, par exemple, sur la table. C'est aussi constitutif du plaisir des sens et de la vue. Donc, n'hésitez pas à passer votre vin en carafe si vous le souhaitez. C'est aussi toujours agréable pour les convives de voir une belle carafe avec une belle robe, une belle couleur qui vient attirer le regard. Donc voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à déguster ce vin et à le découvrir que j'en ai eu et à le sélectionner et à le déguster ce soir. Je vous souhaite une bonne dégustation, une bonne découverte. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question et je vous dis à très bientôt sur Beaujolais & Co. Merci également à Denis qui a été d'une participation remarquable, vous l'aurez tous noté. Merci encore pour votre confiance et à très bientôt. Salut, bye.